Bonjour, bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, et bienvenue pour ce 7e numéro de French Big Ballers. Aujourd'hui, je suis toujours avec Nas, qui est revenu de son voyage des États-Unis, et Adrien. Comment ça va, les gars? Adrien, je te laisse démarrer. Moi, écoutez, ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver et de retrouver Nas après pas mal de semaines d'absence. Yes. Moi, écoutez, de mon côté, 3 semaines et demie de vacances, road trip, Californie, Mexique, Nevada, puis un peu de beaux jours avec les Methead à Hawaï. Donc, plutôt cool. Et puis, on va en reparler un peu plus tard. Et une signature de LeBron qui est plutôt bien tombée pour moi en termes de location, surtout. Oui, parce que tu l'as dit, ce podcast sera dédié à la principale info de la franchise depuis le début de la Free Agency, c'est l'arrivée de LeBron. Exactement. Puisque les fans NBA scrutaient les différentes signatures de la première journée de la Free Agency, avec notamment la re-signature de Paul George à OKC. Et c'est le 2 juillet, 2h07 heure française, que le compte Twitter de Clutch Sport Group a posté le communiqué suivant. LeBron James, 4 fois MVP NBA, 3 fois MVP des finales, 14 fois All-Star et 2 fois champion olympique, s'est engagé pour 4 ans et 154 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers. L'homme aux 27 points par match en carrière, l'homme aux 3 bagues de champion, l'homme à la calvitie plus que naissante et aux orteils atrophiés venait combler l'espoir des fans Purple and Gold qui espéraient depuis tant d'années le recrutement d'une star. De quoi déclencher l'hystérie de certains puisqu'une fois l'annonce faite, une poignée de fans s'est réunie sur le parvis du Staples Center afin de jeter du talc comme des Mongols et fumer des spliffs. Nas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourrais-tu nous dire un petit mot sur cette soirée dans la Cité des Anges? Putain, l'intro, elle déchire. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais elle déchire. Du coup, annonce de LeBron. Pour tout vous dire, moi, à ce moment-là, j'étais en voiture. Heureusement que je ne conduisais pas. J'ai pu lâcher le tweet sur le compte quasi quelques secondes après la wash bomb. Ou c'était peut-être une Shams bomb, je ne me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, le soir même, je me suis dit, allez, on va aller au Staples Center. Le parking m'a coûté vraiment une blinde, putain, ça coûtait putain de cher, mais tant pis, c'est pas grave. Et comme tu disais, je me suis retrouvé devant le Staples Center, devant la statue de Elgin Baylor, acheter du talc comme un trou du cul. On était beaucoup à faire ça, mais c'était plutôt cool. Beaucoup de fans des Lakers, alors beaucoup de locaux, hein, je crois que j'étais le seul touriste, le seul étranger, que des Américains de LA, etc., beaucoup de Latinos. C'était super cool. Très très bonne ambiance et en fait on se rendait compte que petit à petit beaucoup de gens venaient pour voir un peu ce qui se passait, ils repartaient, puis d'autres nouvelles personnes arrivaient, etc. Ça klaxonnait dans les rues dans la Fig Row Street du Staples, pas autant que très récemment après notre super victoire en Coupe du Monde, mais ça klaxonnait quand même pas mal. Les gens étaient contents, ça criait LA Brown de partout. Et puis on a vu des journalistes qui ont immortalisé mon moment en train de secouer mon maillot de Magic, qui est quand même le mastermind derrière la signature du père LeBron. Et voilà, quoi. Du coup, plutôt une bonne soirée. Pas grand-chose à dire, je veux dire. Ça faisait depuis quoi, franchement, qu'on va se retrouver véritablement compétitif sur la scène NBA. Je pense que ça remonte à 2013, la dernière année où réellement, jusqu'à la blessure de Kobe, ça va remonter, je crois, 2013, si je ne me trompe pas. Et voilà quoi, on va être enfin véritablement pertinent. On l'était déjà un peu l'année dernière, mais là on va vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et puis le jour de la décision, être au Staples Center, je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin bref, du coup voilà. Une petite soirée avec des personnes ultra heureuses de cette signature donc. Ah ouais, non mais tout le monde était heureux. Il y avait des fans de Kobe, alors c'était marrant parce que t'avais des fans qui disaient non mais Kobe ça restera le meilleur et tout, et moi je suis un peu d'accord avec eux, en tout cas dans mon cœur et par rapport à la franchise, en tout cas ça c'est sûr. Et donc, mais globalement c'était très très bon enfant, tout le monde était content, vraiment tout le monde était content. Il y avait des mecs avec des suites Big Baller Brand, j'ai pris des vidéos avec eux, c'était vraiment ouf. Vraiment les Américains à ce niveau-là c'était sympa. Et du coup, je vais vous poser une question, messieurs. Je pense connaître la réponse, elle est assez prévisible, mais content de cette signature? Adrien, vas-y, je te laisse. Adrien, ouais. Ah oui, bien sûr, oui. On va pas, quand le meilleur joueur du monde décide de signer chez toi, tu fais pas la fine bouche.
Alors, c'est un peu, je sais pas, un peu paradoxal parce que je ne sais pas si on avait parlé dans les podcasts un peu plus tôt dans l'année, quand on se demandait est-ce qu'on voulait tel ou tel superstar. Et moi, je sais que j'ai eu un moment où je faisais la fine bouche, tu vois, en me disant ouais, mais si LeBron il vient, ça risque de phagocyter sur le jeu, gna 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 gna. Mais bon, non, quand il signe, voilà, non, tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, c'est magnifique. Ouais, c'est clair. Tu fais un peu abstraction sur tout ça. Alors, c'est vrai que moi, de mon côté, honnêtement, depuis le début, je voulais que LeBron vienne. Je pense que j'étais. D'ailleurs, c'est moi qui ai beaucoup tweeté sur le compte. Et à l'époque, je me faisais rafaler par nos fans qui ne pouvaient pas concevoir que LeBron James, celui dont sa communauté de fans assez virulente, entre guillemets, toujours mise en opposition avec la communauté des fans de Kobe, parce que les deux joueurs sont souvent, à tort à mon avis, mis en comparaison. Je me faisais énormément rafaler parce que depuis le début, je voulais que LeBron vienne, sincèrement. Et honnêtement, je suis très très content qu'il soit là. Je veux dire, moi, on m'avait demandé de choisir entre Paul George et Boogie ou bien LeBron même tout seul. Et moi, pour moi, c'était LeBron tout seul all day, quoi. Mais du coup, voilà, moi, plutôt vraiment très content. D'ailleurs, ce que je voulais rajouter par rapport à cette signature, c'est que autant si Paul George était venu, j'aurais pu souscrire à la phrase la plus grosse signature en tant que free agent depuis Shaquille O'Neal. Mais là, avec LeBron, c'est notre plus grosse signature tout court dans l'histoire de la franchise. C'est vraiment plus fort que la signature du Shaq. Enfin, c'est un gros coup qu'avait réalisé Jerry West en 96, mais en 96, le Shaq, il n'a pas du tout le statut qu'a aujourd'hui. On n'a jamais... Déjà qu'on n'a pas... Il faut dire, il y a une sorte de mythe autour de Los Angeles qui veut que c'est une franchise qui attire énormément de joueurs, mais au final, on n'a eu que 2 très gros free agents, c'est le Shaq et maintenant LeBron James. C'est-à-dire que le dernier gros free agent qu'on a signé, c'est Steve Nash et son dos de 39 ans. Ça s'est plutôt bien passé. Non, et encore, non, c'est même pas un free agent, c'est un sudden trade, tu vois. C'est même pas, on n'avait pas le cap à ce moment-là pour le faire signer. Non, le dernier, c'était mal. Non, le dernier gros free agent, c'est un autre Steve, mais c'est Steve Blake, pas Nash. Ah oui, Steve Blake. Ouais. Mais Ouais, voilà. Ou alors c'était Malone, mais il avait 60 ans, quoi. Oui, voilà, et en contrat minimum. Ouais. Enfin bref. Les gars, donc ça a changé quand même un peu notre avenir à nous en tant que compte des Lakers, puisqu'on a pris plus de 1500 followers tout droit venus de Cleveland. Là, on en a pris 2000, on était à 9000 et là, on est à 11 000. C'est ça, ouais, 2000, j'exagère un peu. 2000 tout frais venus de Cleveland. Mais ça va aussi changer pas mal de choses dans la franchise, en fait, cette signature, notamment à long terme. Je voulais revenir sur selon vous, comment ça pourrait impacter l'avenir de cette franchise, que ce soit au niveau des jeunes joueurs qu'on a dans l'équipe, que ce soit Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, ou de la venue potentielle de free agent, de gros free agent. On commence par quelle partie, l'avenir des jeunes joueurs, par exemple? Ouais, on peut faire ça, ouais. Je peux peut-être rapidement dire un petit mot. Alors, pour moi, déjà, la signature de LeBron sur le long terme, alors déjà, franchement, on se dit long terme, c'est vrai que les gens, tout de suite, ont tendance à avoir cet a priori, LeBron est vieux, LeBron ceci, LeBron cela. LeBron, il sort d'une des meilleures saisons de sa carrière, là, la saison juste avant. Tout le monde pensait là, depuis 2-3 ans qu'il allait régresser, mais visiblement, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas de régresser. Le mec, il bosse encore là. Je le suis sur Insta. Le mec, il pose des stories. Il bosse comme une brute. Il veut pas s'arrêter, en fait. Vraiment, il veut pas s'arrêter. Donc, sur du long terme, par rapport aux jeunes, moi, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Alors, je crois que finalement, on a su finalement s'il était sur 3 ans plus une player option ou si c'est vraiment 4 ans. Moi, j'étais. Adrien, la réponse. Moi, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai 4 ans. Moi, j'étais sur 4 ans, ouais. J'ai jamais eu confirmation du 3+1. Ouais. Ok, parce qu'il y avait une rumeur sur le 3+1. Et du coup, je me demandais si c'était pas. Bon, ok. Mais du coup, non. Du coup, pour moi, pour les jeunes joueurs, non, mais c'est LeBron James. Le mec, il va tirer les jeunes vers le haut. S'il y a bien un joueur qui est capable de tirer les jeunes vers le haut. Alors, sur le terrain, c'est discutable. Sur le terrain, en plein match, parfois, c'est discutable. Maintenant, en termes d'éthique de travail, de mentalité, de ténacité, d'agressivité, etc., ils vont tous se sentir grandis de bosser avec un mec comme LeBron. Surtout un mec comme Lonzo, qui, de surcroît, est depuis le début un fan de LeBron. Il s'était attiré les foudres des Lakers à l'époque de sa draft
parce que le mec c'est un brown sexual limite, voilà. Mais non, moi je suis très très content pour Ingram aussi. Et par contre, je dirais que sur du long terme, il va falloir qu'ils adaptent leur façon de jouer. Ils vont pas pouvoir jouer avec LeBron comme ils jouaient la saison dernière sous Walton, quoi. Ça, on va y revenir un peu plus tard sur l'impact à court terme, notamment pour l'année prochaine, comment les jeunes joueurs vont s'adapter. Ouais, la question était dirigée sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Puisque il y avait la rumeur grandissante d'un intérêt de Kawhi pour venir et ça parlait de balancer les jeunes joueurs. En fait, dès la signature de LeBron, on se disait ça y est, Lonzo Ball et Brandon Ingram vont partir, ça va être la fin des jeunes. Et finalement, on est le 17 juillet. Ça semble se tasser, la free agency est en train de se tasser, il n'y a plus de gros free agents, ça semble bloqué pour les trades et finalement ils sont là et je pense qu'ils vont rester un petit bout de temps. Je pense que c'est des joueurs qui sont capables de s'adapter comme tu le disais et pour le moment je vois pas de gros bousculement de la part du front office pour satisfaire LeBron. Je sais pas ce que tu en penses, Adri, par rapport à ce que je disais par rapport déjà par rapport aux jeunes, j'ai envie de revenir sur peut-être les motifs qui ont fait que LeBron est venu à LA et on sera à mon avis d'accord pour dire que c'est pas uniquement et peut-être même que les raisons sportives sont secondaires à sa venue à LA parce qu'il arrive à un moment peut-être dans la pire free agency pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a aucune équipe qui lui garantit le titre au moment où il arrive là à l'été 2018. Mais malgré tout, même s'il sait que où qu'il aille, le titre n'est pas garanti du fait de Golden State, il doit quand même prendre une solution où c'est pas trop la misère au niveau du basket. Et je pense que donc LeBron doit malgré tout valoriser pas mal ce noyau de jeunes joueurs, donc le trio Ball, Ingram, Kuzma. Et ça évidemment, ça augure du bon pour les petits, parce que ça veut dire que LeBron compte sur eux et compte aussi voir comment ils vont grandir. Et que s'ils grandissent bien, donc il n'y a pas nécessairement le besoin de les envoyer ailleurs. Tu parlais du fait que oui, les rumeurs de trade on en fait plus trop état en ce moment, mais déjà parce que j'ai pas l'impression que Magic et Pelinka ont voulu tout péter pour faire venir Leonard, et parce que je pense aussi que ce sont de très bons négociateurs en trade. C'est pour l'instant sur les 3 trades qu'ils ont fait, c'est du... Attends, il y en a non, 2. Ouais, sur les 2 gros trades qu'ils ont fait, ils s'en sortent très 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 bien. Et là, je pense accéder aux demandes des Spurs, ça aurait été complètement irresponsable pour le futur de l'équipe. Avec la signature de LeBron, tu as maintenant un levier sur donner. Donc, on a le temps de laisser venir jusqu'à la trade deadline si on veut dépouiller les Spurs. C'est clair. Et puis juste rapido, si ça vous dérange pas, rapido, quand tu parlais de Magic et Pelinka, quand il y a les rumeurs de trade de Kawhi pour les 3 joueurs qu'on a mentionnés, qui sont en fait nos 3 meilleurs jeunes entre guillemets, ou 2 meilleurs jeunes, faut savoir que c'est une rumeur concernant une offre des Spurs, pas du tout une offre des Lakers. Donc c'est bien ça dont il faut vraiment se rappeler. C'était des sources côté Spurs, pas des sources côté Lakers. Moi, j'aurais jamais vu ni Pelinka ni Magic vouloir bazarder éventuellement et Ingram et Lonzo pour une année de salaire de contrat pour Kawhi. Voilà. Même Nas, ça va encore plus loin que ça. Je crois que si on fait confiance aux insiders proches de Magic et de Pelinka, ils n'ont jamais proposé Ingram, même. Oui, tu vois. Ce qui ressort, c'est qu'il n'a même pas été question de ça. Donc oui, après tu peux comprendre que les Spurs ont dit non, si c'est pour avoir Deng plus Kuzma, non, mais l'année avançant, tu verras qu'ils auront finalement quand même pas beaucoup d'offres. C'est sûr. Très alléchante pour eux. Surtout que les insiders pointaient du doigt une demande des Spurs, ça correspondait à de tête Ingram, Kuzma, Josh Hart, 2 premiers tours de draft et 2 swaps de premier tour. Donc c'est ça, absolument. Les gars, on se revoit dans 6 mois, je sais pas, on négociera autre chose, mais ça paraît quand même très cher payé. L'année de contrat de Kawhi, c'est clair. Voilà, c'est ça. En fait, en fin de compte, ça dépend des velléités, si vous voulez, de Magic et de Pelinka. C'est-à-dire que si eux, ils étaient vraiment dans l'euphorie, en mode on va vraiment essayer de jouer le titre la saison prochaine, ils auraient pu faire ça. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est pas du tout leur objectif dans l'absolu, de se dire d'être véritablement
un concurrent pour les Warriors pour la conférence Ouest en fait. Je pense que c'est juste ça. Notre fenêtre de tir pour le titre, c'est absolument pas 2018-2019. Je suis même pas sûr que ce soit 2019-2020. Mais peut-être l'année qui suit. Tu vois, les deux dernières, l'année 3 et 4 de LeBron, c'est peut-être là que Pelinka et Magic visent dans notre timeline. Du coup, côté FA, bien entendu, cette signature de LeBron, est-ce que ça peut attirer des grands noms? On s'est pris des gros vents dernièrement. Marcus Aldridge, Paul George. Ça change tout. Ouais. Bah, ça dépend en fait de qui on veut. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu se positionner sur Cousins. Je veux dire, quand on voit le salaire qu'il a accepté à Golden State, je pense qu'on aurait pu se positionner au moins pour l'avoir pour un an. Mais bon. Je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, par contre, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Cousins, c'était pas un des gros free agents de cet été-là. Hein. Dire le mec, il a une des blessures les plus moches qui puisse arriver à un joueur. C'est la blessure vraiment qui fait. En plus, lui, c'est même pas un arrière, c'est un pivot qui est quand même assez lourd. Ils vont le récupérer quand, le Cousins? En mars? Ouais. Non, mais il va pas. Lui, honnêtement, en fait, j'ai l'impression que les Warriors te l'ont signé pas cher, limite pour te dire je préfère qu'il soit avec nous plutôt qu'il soit contre nous en fait. C'est limite juste pour te l'écarter des autres équipes, parce que c'est vrai qu'il va leur être quasiment inutile, honnêtement. Hormis peut-être en play-off, mais il faudra voir dans quel état il va revenir, honnêtement, parce que c'est ça, blessure super moche. Donc moi, pour moi, c'est pas une... Tu vois, je vais vraiment le cas de Marcus Cousins à part. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Et y compris pour 2019. Hein. Pour moi, il fait pas partie des top cibles de 2019. Ça va dépendre, en fait, de ses playoffs, j'imagine, de l'année prochaine. Faudra voir quel niveau il reprend, etc. Mais c'est sûr que ouais. Mais de ce que par contre, pour revenir à la Free Agency 2019, a priori, je crois qu'on pourra... avec les contrats courts qu'on a signés, plus le cas le holding, on aura la place pour un seul max free agent. Et à mon avis, ça va être ça finalement. Notre modèle, c'est soit avoir une sorte de big two et les jeunes et compter sur la progression naturelle des jeunes, soit avoir un big two et après peut-être trader un ou deux jeunes pour ajouter encore une troisième superstar et donc former une super team. Donc ça fait, après si vous voulez déjà qu'on parle des cibles de 2019, c'est une grosse promotion, mais je sais même pas à quoi va encore ressembler notre jeu l'année prochaine, où vont se cibler nos besoins. Après moi, tu me poses la question tout de suite, je reste très centré sur Leonard. Je pense que c'est le côté défenseur de l'année, un two-way player incroyable. Non. Pour moi, c'est le plus fort de la promotion 2019. Celui que je mettrais en deuxième position derrière Leonard dans ma liste de vœux, ce serait Klay Thompson. Mais lui aussi, apparemment, il n'est pas trop parti pour bouger. Tu m'étonnes. Le mec enchaîne les titres c'est clair. Au show à Golden State. Mais voilà, ce serait aussi une signature intéressante pour les Lakers. Ou la grosse cote KD. Mais KD. Moi, je pensais à KD, honnêtement. Mais c'est vrai que... Et tu vois, moi, KD, je le mets même... non. Est-ce que je le mets derrière ou devant Leonard dans les besoins? C'est présomptueux d'ailleurs que... ouais, non, quand même, on parle de Kevin Durant. Ouais, non, c'est peut-être lui la cible là, enfin le... Ouais. Mais j'ai du mal à les voir partir les deux. Non, voilà, la cible la plus open pour partir, c'est quand même Leonard. C'est sûr. Et Butler. À faire beaucoup de bruit. Non, Butler, c'est fait, c'est fait, c'est acté qu'il est parti. Ouais, Butler, il va parler, ouais. Mais on a parlé dans la franchise des Lakers, mais des Lakers chinois pour Anthony. Des Shanghai Lakers. On a parlé de l'impact à long terme sur nos jeunes joueurs et sur les potentiels FA. Il y a une question intéressante qu'on nous a posée sur Twitter. C'est l'impact sur Walton. Il y a la question de Dr Biggie qui demande est-ce que l'expérience de Walton en tant que partenaire de Kobe et ses échanges avec les anciens coachs du King seront suffisants pour apprendre à gérer une superstar comme LeBron? Magic et Rob ne l'utiliseront-ils pas comme premier fusible si ça commence à mal tourner? Ça c'est une question super intéressante. Et voilà, moi je suis pas vraiment assez bien placé pour juger des qualités de Walton à ce niveau-là, mais moi j'ai peur que ce soit limite. Malheureusement, pas entre guillemets à cause de l'incompétence de Walton, d'une incompétence de Walton, je dirais plutôt à cause d'une inexpérience de Walton.
parce que faut pas oublier que ce qu'il a dû coacher aux Lakers, honnêtement, c'était pas les joueurs avec les tempéraments les plus délicats, c'était pas les joueurs avec les auras aussi les plus délicates, et honnêtement, quand il coachait entre guillemets aux Warriors pendant la période l'absence de Steve Kerr, il coachait sans vraiment coacher, quoi. Tu coachais avec Stephen Curry qui froissait tout le monde, avec Clay qui froissait tout le monde. Enfin voilà. Du coup, à voir. Là, moi, j'ai pas de réponse à te donner, si ce n'est que j'ai un peu peur. Voilà. Adrien? Moi, non, je sais pas sur le côté de la gestion psychologique du cas LeBron James et le côté de l'expérience que ça me. Voilà, l'expérience. Non, mais l'expérience. Et même sur l'expérience, c'est même pas là-dessus où j'ai peur, parce que s'il y a bien un seul point sur lequel je suis optimiste par rapport à Walton, c'est sur sa capacité à créer des liens avec ses joueurs, et qui plus est à créer des liens avec des joueurs intelligents. Et donc ça, LeBron James, je pense pas que ça sera un poids pour lui, c'est ce qui lui fera trop de non, mais moi je parlais d'expérience tactique en fait, réellement. Je parlais vraiment d'expérience tactique. Mais alors déjà, tu parles d'autre chose, parce que tu vois, si c'est juste le simple point de vue de l'expérience, quand il arrive à Miami, Spoelstra, ça fait pas depuis très très longtemps qu'il est en poste, et bon, normalement, ça a fonctionné, tu vois. Ouais. Ça a fonctionné parce que Riley quand même a joué à fond derrière son coach. Il a toujours donné sa confiance. Donc il faut voir quel sera, tu parlais de problème, quel est le degré de confiance qu'il y a entre Magic et Walton, sachant que Walton est un choix de Jim Buss et de Kupchak, et que les choix de Buss et de Kupchak ne font pas long feu aux Lakers. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ah, ça tombe, c'est assez dramatique, mais non, je suis pas inquiet sur ça. Mais par contre, oui, sur l'aspect tactique, là, ouais, pas tant pour LeBron James, parce que je pense qu'au contraire, LeBron James peut être un bon moyen pour masquer la relative incompétence de Walton, ou l'incompétence. C'est très, très orgueilleux de dire ça. Non, les faiblesses en tout cas tactique de Walton. LeBron James sera capable de les cacher, mais c'est le reste du roster. Est-ce que Walton va arriver à enfin trouver, à amalgamer tout ça, et amalgamer des choses qui me semblent difficilement amalgamables? Ça lui rajoute de la pression supplémentaire, et sachant que l'année dernière, sans trop de pression, avec un effectif taillé relativement cohérent, on n'a pas vu des choses génialissimes. Moi, c'est là-dessus où je m'inquiète pour l'année prochaine. Offensivement, du moins. Mais non, même défensivement. Alors, si tu veux, alors là, on va vraiment. Alors, défensivement, on comptait en parler dans le prochain podcast, mais défensivement, ça va pas être aussi simple que cette saison. Hein. Ben, on peut en parler même. Non, on peut même parler déjà d'emblée sur le cas LeBron. Moi, si tu veux, alors là, je parle d'un point de vue personnel. Au début, j'étais pas très très chaud pour LeBron James, parce que ça fait depuis quoi, 3 ans, 4 ans qu'il défend plus. Ouais, il est pas terrible en défense. Ouais, mais c'est pas que. Non, mais ça, c'est pas. Tu peux être le meilleur joueur du monde sans pas être terrible, mais ouais. Oui, c'est ça. Oui, non, mais il est comme Kobe, tu vois. Sur sur ces dernières années, il en fout plus une. Au moindre écran, il recule de 2 mètres, et il envoie des indications, va à gauche, va à droite. Mais lui-même, les efforts, il veut plus les faire, parce que probablement qu'il se défonce tellement de l'autre côté qu'en défense, il a envie de moins se donner. Donc moi, mon inquiétude. Il jouait beaucoup de minutes aussi au Cap, faut pas l'oublier. Aussi, tout à fait, oui. Non, mais il a toutes les raisons, et puis il a le droit aussi, tu vois. Enfin, c'est une superstar, et il a le droit de ne plus défendre. Mais toujours est-il que moi, j'étais inquiet par rapport à ça, sachant que notre identité cette année, elle était défensive. Donc tu rajoutes un joueur qui risque de créer des problèmes en défense. Enfin, pas qu'un joueur, finalement, si on regarde. Bref. Voilà, là, si tu veux, on va revenir là-dessus. Mais bon, ce qui t'apporte de l'autre côté est tellement précieux que, in fine, mais non, mais tu t'en fous, c'est pas grave. Il faudra redoubler d'efforts, que le reste des gars vont devoir se défoncer encore plus pour le couvrir un max, mais tant pis. Totalement d'accord sur ça. Ce qui nous amène au sujet suivant, c'est ce que cette signature va changer à court terme, et notamment par rapport à notre jeu, puisqu'on n'avait pas vraiment de gros numéro 1 dans la hiérarchie. C'était Ingram qui prenait un peu la lumière, mais sans plus. C'était assez partagé. Il y avait Brook Lopez qui avait des ballons, et maintenant il va falloir réadapter tout ça. Ouais. Comment vous pensez que ça va se passer pour non seulement les jeunes, mais aussi les joueurs qui étaient déjà dans le roster? Je pense à KCP qui est revenu on en reparlera tout à l'heure de KCP, mais comment cette arrivée va impacter le jeu qu'on pouvait voir l'année dernière aux Lakers? Alors, si je peux rapidement donner mon avis, moi je dirais que on va déjà commencer à converger vers, par exemple, un Brandon Ingram
qui va devoir beaucoup plus prendre ses responsabilités en tir extérieur. Et par tir extérieur, j'entends pas les longs mid-range, un peu casse-cou, parfois un peu inutiles. Je pense qu'il va devoir commencer à sévèrement allumer à 3 points. On sait qu'il en est capable, honnêtement. On sait qu'il en est capable. Donc voilà, Ingram est un joueur qui aime beaucoup avoir la balle. Le problème, c'est que LeBron est un joueur qui aime aussi beaucoup avoir la balle. Du coup, ça va honnêtement aussi un peu dépendre du mindset de LeBron. Parce que ça va dépendre un peu de la chemistry qui va se créer entre LeBron et Ingram, entre LeBron et Lonzo aussi. Moi, je m'inquiète pas trop pour Lonzo en termes de ballon, parce que de toute façon, c'est pas ce qu'il préfère le plus, Lonzo, la balle. D'ailleurs, c'est à se demander limite à quoi va servir Lonzo finalement sur le terrain en attaque. J'entends pas en défense, parce qu'en défense, il risque d'être le seul qui est capable de défendre. Mais en attaque, je me pose vraiment la question, parce que si il arrive toujours pas à tirer comme la saison dernière, pas du tout, si rien ne rentre, mais que on va moins procéder en contre parce qu'on a LeBron James qui est pas dans la meilleure forme de sa vie non plus physiquement, et qu'on va devoir remonter un peu plus lentement, et que ça sera terminé les énormes outlet pass de Lonzo, etc. Je sais pas vraiment comment ça va se goupiller. Enfin bref, voilà. Alors la transition, je suis pas sûr que ce soit un gros problème, puisqu'en fait Lonzo était pas vraiment efficace dans ce domaine-là. Offensivement, il était totalement à la rue. En shoot, il était en difficulté. Mais tu vois, je pense que justement, ça va l'aider, notamment parce qu'il touchait pas. Enfin, pour revenir sur Lonzo, Lonzo, c'est 80 touches de ballon par match. C'est 5,2 temps de possession. En gros, c'est les mêmes chiffres que Steph Curry. Donc c'est vrai que l'arrivée d'un porteur de balles supplémentaire en la personne de LeBron, qui adore quand même mener le jeu et créer, ça ne devrait pas le déranger. Ça dépend par quoi on entend sur pas le déranger, parce que en spot-up shooter, Lonzo, c'est pas terrible non plus. Je veux dire, je sais pas. Non, tout en attaque l'année dernière, c'était pas terrible. Ouais. Oui, ok, mais s'il y avait bien un truc que Lonzo savait faire, enfin, ce qu'on pouvait pas lui retirer, c'est qu'il avait quand même cette vision du jeu, et il arrivait de temps en temps à délivrer des bons ballons de façon assez rapide, j'entends. Et ceux-là, je pense il en aura beaucoup moins, ou en tout cas beaucoup moins d'opportunités, entre guillemets, à cause de LeBron, quoi. Moi, tu as mis le doigt sur le mot-clé pour moi, c'est le mindset de LeBron. Il y a beaucoup de choses qui circulent autour de son état d'esprit, de la manière de comment il veut aborder les 4 prochaines années de sa carrière, et notamment du fait qu'à LA, il veut être moins ball dominant. Tu vois, il veut être. Moi, j'ai vu ça. Alors, à la fois, c'est rassurant, et au final, moi, ça m'inquiète, et ça m'inquiète par rapport aux défaillances tactiques de Walton. On le répétera jamais assez, Walton a mal utilisé, mais vraiment mal utilisé, et Lonzo Ball et Brandon Ingram. Alors peut-être que c'était par la force des choses qu'il a dû les employer comme ça, mais je pense qu'il aura vraiment pas rendu service dans leur progression individuelle, et ce qui se ressent sur leur manque d'efficacité avec le jeu sur ballon. Donc, en enlevant la balle des mains de Lonzo et d'Ingram, et en le remettant dans celle de LeBron, qui sera capable, comme dit, de générer des tirs, des actions très efficaces, c'est pas plus mal pour les deux autres. Et que les deux autres retrouvent beaucoup de jeux sans ballon. Mais maintenant, est-ce que LeBron voudra à nouveau quand même assurer une grande partie de ce travail-là, ou est-ce que Walton va réussir à combiner ses velléités, et en même temps en comprenant quelles sont les forces du jeu sans ballon de ces deux meilleurs jeunes? Je sais pas, tu vois, moi je sais pas sur quel pied danser par rapport à ça. Théoriquement, ça devrait bien fonctionner. LeBron va leur rendre service, mais il faut qu'il y ait une sorte de révélation au niveau du coaching staff des Lakers. Ouais, c'est sûr. Soit une révélation du côté du coaching staff, soit même une révélation du côté individuel de Lonzo et d'Ingram, notamment en termes de finition dans la peinture. Parce que c'est vrai que LeBron, il a quand même cette capacité, on ne peut pas lui retirer, à donner des ballons dans les intervalles, à donner des ballons en rythme. Mais c'est parfait que tu donnes ça, parce que je te prends un exemple. Lonzo, à UCLA, c'était un coupeur des hits. Tu vois, sauf que cette année, quand il coupait et qu'il était libre sous le panier, qu'est-ce qu'il envoyait, qu'est-ce qui lui faisait la passe? Personne n'était suffisamment bon dans la vision, tu vois, pour lui envoyer
envoyer directement la balle et pour qu'il génère comme ça des paniers extrêmement faciles. Là, LeBron te donne ça. Pareil LeBron te donne carrément ça même. Parce que pareil pour Ingram. Spécialité. Et je pense que l'inverse peut être bon aussi. C'est que Lonzo, quand il a la balle en main aussi, dès qu'il va voir un mec dès qu'il va voir LeBron qui va couper ou autre, il va le servir. Et à mon avis, LeBron lancé à pleine vitesse en cut, c'est un truc qui forcément va être extrêmement efficace. Donc ça pourrait fonctionner. Ça pourrait être de bon augure. Non, mais c'est clair que sur le papier, c'est assez alléchant. Mais puis la capacité vraiment qu'a LeBron à donner des ballons en rythme sur des phases parfois qui sont très arrêtées et très lentes. Parce qu'il a quand même cette vision, LeBron, putain de merde. Il arrive à les faire, les passes, honnêtement. Ça peut être assez intéressant. Maintenant, il faut voir, j'espère que la finition de Lonzo sera au rendez-vous parce que ça va être un peu le facteur de tout ce mix en fait. Parce que c'est vrai que en NCAA, c'était ça. En NBA, c'était pas ça, voire pas ça du tout. Mais comme tu disais, il recevait pas les mêmes ballons non plus. Mais parce que Lonzo n'avait pas les mêmes tirs au panier qu'il avait à UCLA. Non, mais c'est clair. À UCLA, il avait beaucoup de. Quand il prenait le drive, il le choisissait de manière assez intelligente en voyant que les défenseurs suivaient pas et donc c'était souvent un open layup. Quand il allait pas mal aussi de alley-oop et donc des alley-oop où il avait plus qu'à dunker, c'était facile, plus facile pour finir. Là, cette année, quand il va au cercle, c'est souvent contesté. Et comme il est assez frêle, c'est là où il s'est mangé un drop énorme au niveau de ses pourcentages à la finition. Normalement, LeBron va lui permettre naturellement d'augmenter ses moyennes, à la finition. Pareil pour Ingram. Hein. Pareil pour lui. Ouais, si je peux donner mon avis, je pense que personnellement, Lonzo, ça n'a pas énormément changé son jeu, mais plus son efficacité. Moi, je suis optimiste sur son tir à Lonzo. Je pense pas qu'il puisse passer d'un shooter d'élite en NCAA à une catastrophe ambulante pendant 15 ans. Non, moi non plus. Il a les bonnes habitudes. Il y a un bon nombre de ces 3 points qui sont pris en catch and shoot. Ça rentre. C'est pas oufissime, c'est 33% de réussite, donc ça donne 50% d'efficacité en gros. Mais voilà, il a les bonnes habitudes. Ce que ça va changer, par contre, c'est par rapport à Ingram. Ingram qui est ultra efficace dans les domaines où il n'a pas le ballon. Le souci, c'est que Ingram joue énormément avec le ballon. C'est ça. Adrien pourra peut-être me compléter, mais tous les domaines où à travers les écrans, en spot-up, au niveau des hand-off, Ingram est ultra efficace, sauf que ça représente une faible partie de ses tirs qui sont alloués. Là, j'ai sous les yeux la stat, donc Ingram, cette saison, c'est 2 tirs à 3 points par match, c'est 39%. Et en fait, il est sur des positions de catch and shoot à 3 points, c'est 41% de réussite, sauf que ça représente 13% de ses tirs. Et je pense que là, il va bénéficier un peu de... les gros défenseurs vont être attirés par LeBron, ça va laisser peut-être un peu plus d'espace et Brandon Graham, il faudra qu'il prenne confiance en lui, mais là aussi j'ai bon espoir pour que ça change un peu son jeu, sans vraiment le réduire à un rôle de free and de tireur, non mais c'est sûr. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il a quand même des qualités à la passe aussi qui sont là, et donc tu peux les utiliser, mais pas comme un point guard. Il faut arrêter avec point Ingram, il faut vraiment arrêter avec ça. Ça marche pas, c'est pas efficace pour lui, c'est même pas efficace pour les autres. Donc, redonner plus la balle à LeBron. Il faut pas, si tu veux, que et Lonzo Ball et Brandon Ingram aient plus de 20% de leurs actions qui sortent du pick and roll. Il faut pas, c'est pas leur jeu, c'est pas leur force. Il faut arrêter d'insister là-dessus. Ouais, surtout Lonzo. Honnêtement, surtout Lonzo. Ah, mais Ingram aussi. Ingram aussi. C'est pas terrible du tout. Et c'est beaucoup. Je crois que c'est un volume, c'est quoi? C'est 30% au moins. Et c'est vrai que ça m'a pas mal frustré cette saison. Comme tu disais, 39%, c'est quand même un joli pourcentage. Mais en nombre de attempts, si tu vois que tu es à 2 de moyenne, tu te dis putain, tu pourrais quand même être au moins 4-5 et puis tenter le 37%, quoi, tu vois, par exemple, sur du 4-5 tirs par match, ce serait cool. On verra. Ça va dépendre en fait de sa progression à lui aussi, honnêtement. Voilà, comme je le disais, je lui demande pas d'être Josh Hart qui prend un tir sur 2, c'est des catch and shoot à 3 points, quoi. Mais voilà, c'est monter au moins. Josh Hart, c'est son truc. Ingram, ça peut l'être. Ça va être aussi une manière pour nous de tester un peu son ceiling au final, parce que ça va être ça. Je veux dire, il n'y a pas plus gros test que d'accueillir LeBron pendant ta 3e année de NBA. Là, tu n'es plus un rookie, tu n'es plus un sophomore. Il va falloir que tu commences à nous montrer vraiment ce que tu as dans le beat, quoi.
Ouais, à titre de comparaison, je vais vous donner les. Donc voilà, j'ai dit Josh Hart, c'est un tir sur deux, c'est du catch and shoot à 3 points. Lonzo, c'est 34% de ses tirs, c'est du catch and shoot à 3 points. Kuzma, c'est 36%. KCP, c'est 40%. Et donc, tu as Ingram au milieu qui est à 13%. Le gap paraît énorme. Ah oui, le gap est énorme. Là, voilà, le gap, c'est Point Ingram. Le gap, c'est Point Ingram, c'est vrai aussi. Et mais voilà, malheureusement, Point Ingram, c'est arrivé à un moment donné, on avait beaucoup de blessures et il fallait quelqu'un qui soit capable de, entre guillemets, toucher la balle, remonter la balle. Et ça, il y avait Ingram qui pouvait le faire à ce moment-là, honnêtement. Voilà, il y avait aussi cette situation de faux numéro 1, de numéro 1 par défaut, en gros. Quand tu regardes les personnes qui étaient capables de gérer le jeu, tu avais Lonzo, mais Lonzo, c'est pas son trip de porter la balle pendant 20 secondes par possession. Tu avais Randle, mais il sortait du banc. Voilà, après, c'était assez limité. Il y avait KCP aussi qui s'enflammait de temps en temps, mais... Ouais, mais on n'a pas trop aimé quand KCP avait le ballon, honnêtement. Je pense qu'on préférait que ce soit Ingram qui l'a dans les mains, honnêtement, à l'arrivée. Voilà, cette arrivée-là aussi, il va mettre un peu d'eau dans ce pain de Ingram, 80% du ballon dans les mains, et crée ton tir, démerde-toi tout seul, Brandon. Voilà. Je pense que ça va apporter sur ça. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur cette signature de LeBron, parce que ça va changer à long terme et à court terme, messieurs. Ouais. On va pouvoir passer à la deuxième partie, puisque LeBron n'est pas arrivé tout seul, il a apporté quelques petits cadeaux dans ses valises. Enfin, cadeaux. On en parle après la pause. On en parle après la pause. Allez, à tout de suite, messieurs, dames.